Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Boursorama. Il est 8h30, c'est Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Aujourd'hui, votre invité en live, en direct, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là avec nous. Alors, ce que j'ai appris hier lors du Conseil des gouverneurs, c'est que la BCE allait accélérer ses rachats d'actifs, intensifier son programme d'urgence. Il fallait vraiment que la BCE montre qu'elle ne restait pas inerte, qu'elle ne restait pas inactive face à ce début de remontée des taux longs souverains européens. Il fallait marquer le coup maintenant. Je crois que c'est extrêmement simple. Ce que nous avons décidé hier confirme ce que nous avions annoncé en décembre dernier. Qu'est-ce que nous avions dit en décembre dernier? C'est que notre programme d'achat exceptionnel anti-crise, ce qu'on appelle le PEP, veillerait à maintenir des conditions de financement favorables. Et c'est très important pour ceux et celles qui nous écoutent, ça veut dire des taux et des volumes suffisamment abondants, pas seulement pour les États et ceux qui empruntent sur les marchés, mais aussi pour les entreprises et les particuliers qui empruntent via les banques. Et depuis, nous avons fait ce que nous avions dit, c'est-à-dire qu'en janvier et février, ces taux étaient très favorables, et donc nous avons acheté un peu moins. Et puis là, nous constatons, on va y revenir, une certaine tension sur les taux de marché. On va revenir sur la qualification qu'on peut lui donner parce qu'on a exercé notre évaluation. C'est un jugement, toujours, ça c'est très important. Ça n'est pas un pilote automatique, ça n'est pas une règle, ça n'est pas un niveau fixe que nous visons. Mais au terme de cette évaluation, si nous estimons qu'il y a une tension, il faut qu'il y ait une réaction. Je l'avais souhaité, comme d'ailleurs plusieurs de mes collègues, et donc je suis très heureux qu'hier nous ayons décidé cette réaction. Est-ce que le message a été reçu pour vous 5 sur 5 par les investisseurs? Est-ce que cette annonce est de nature à calmer la nervosité qu'on a vue sur le marché obligataire? Je crois qu'il faut juger les choses dans la durée. Et je réagis toujours un peu par rapport à un extrême court-termisme qui consisterait à regarder heure par heure. Mais je crois que le message a été compris, c'est-à-dire qu'effectivement, ces taux de marché, les taux longs, les taux souverains, ont baissé hier à la suite de notre annonce. C'est dans le cadre, donc, il faut le rappeler, du plan d'urgence pandémique, 1850 milliards d'euros que la BCE va, alors c'est le qualificatif, nettement augmenter, dans le communiqué de la BCE, le rythme donc, de ces achats d'obligations. Pourquoi ne pas avoir d'ores et déjà annoncé des objectifs chiffrés? On va augmenter, on va racheter tant de milliards par mois, par semaine. C'est pour ne pas vous lier les mains, c'est pour rester flexible? Alors, je crois que le mot-clé, c'est flexibilité. Et il est tout à fait cohérent avec notre objectif de décembre, qui est de maintenir des conditions de financement favorables. Parce que nettement, c'est flou. Nettement, c'est flou. Mais ça n'est pas flou, c'est flexible, David Jaco. Permettez-moi cette différence. Pourquoi? Parce que ça dépend des conditions de marché. Et nous conduirons notre programme d'achat dans les 3 mois qui viennent, puisqu'on a parlé du 2e trimestre. Donc ça commence en avril. Ça commence, Christine Lagarde l'a dit dès aujourd'hui, mais ça se verra probablement non pas dans les chiffres de la semaine prochaine, mais dans ceux de la semaine suivante. Mais nous conduirons ce programme de façon flexible. C'est pour ça que nous n'avons pas donné de montant, nous avons donné une direction, c'est-à-dire acheter plus. Ça marque la réaction, mais la mise en œuvre sera de façon flexible en fonction des conditions de marché. Encore une fois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de niveau, mais il y a une direction, il y a une capacité de réaction qui correspond à ce que nous avions dit en décembre dernier. Comment qualifier justement, je reviens à cette question, cette remontée des taux souverains de 20 ou 30 points de base depuis le début de l'année, même si ça a baissé pour le coup hier de entre 5 et 10 points de base? Comment la qualifier? Moi j'ai dit rien de dramatique. Non, là je crois, et ça a fait partie aussi de notre évaluation, c'est qu'il faut regarder quelle est la situation économique en Europe. Puisqu'hier, nous avons aussi publié des prévisions économiques actualisées par rapport à décembre. Pour le dire de façon très ramassée, sur la croissance, nous avons en gros confirmé les chiffres de décembre dernier. 4% 2021. 4% en 2021. Je note au passage d'ailleurs que la France fera nettement plus en 2021. Alors on pourrait dire, il n'y a pas de changement. Si, il y a un changement très important, c'est que l'incertitude a diminué. Le fait que nous confirmions ces chiffres au milieu de tous les aléas de la crise, ça c'est une information. Dans notre langage, ça veut dire que la balance des risques a diminué, s'est améliorée. Et puis, alors, du côté. Mais si l'incertitude, je vous coupe, si l'incertitude a baissé économique, c'est pas anormal que les taux d'intérêt remontent un petit peu, puisqu'il y a moins d'incertitude? Alors, il y a un autre élément, c'est l'inflation. Sur l'inflation, alors là, nous avons augmenté la prévision d'inflation sur 2021. Voilà, on passe de 1 à 1,5 exactement. Mais nous disons que l'essentiel de ce phénomène paraît temporaire. Et quand on regarde à horizon 2023, l'inflation resterait modérée à 1,4 et en dessous de notre cible.
Alors ça veut dire, au passage, deux messages très importants que nous avons donnés hier. Ils sont très importants pour les investisseurs. La première chose, c'est que nous maintiendrons une politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire pour arriver à notre cible, qui est, je vous rappelle, 2%. Et c'est pour quand les 2% d'inflation? Parce que dans vos prévisions, on n'y est pas là. Hein. Alors, ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation économique et puis de l'effet de notre politique monétaire. Le deuxième message, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun risque de surchauffe inflationniste en Europe. Pas d'inflation galopante en Europe. Pas de risque de surchauffe inflationniste. Alors, dans cette remontée des taux longs, pour revenir à votre question, il y a un facteur américain. Oui, c'est importé. On importe. La situation américaine est différente sur le plan économique et arrive... Elle est meilleure. Elle est meilleure. Elle est meilleure, mais elle crée un débat que vous avez suivi aux États-Unis pour savoir si le stimulus budgétaire, y compris le fameux paquet Biden adopté cette semaine, ne risque pas de conduire à une surchauffe. Vous en pensez quoi? C'est un débat américain, je n'y rentre pas, mais il oppose des économistes de grande qualité. Le débat européen est très différent. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu une part de tension sur les taux américains liée à ce débat sur un risque de surchauffe. Je ne me prononce pas, mais le débat existe. Qu'on n'a pas chez nous. Qui s'est transporté en Europe, alors même, je l'ai dit, que nous n'avons aucun risque de surchauffe. Et c'est ça qui nous a amenés à réagir. Pourquoi ne pas avoir aussi choisi hier d'augmenter la taille totale du programme plan d'urgence pandémique de 1850 milliards d'euros? C'était pour ne pas griller toutes vos cartouches tout de suite et s'en laisser un petit peu sous le coude? Non, c'est simplement pour une raison évidente, David Jaco, c'est la flexibilité. Il ne faut pas oublier ce que nous avons fait en janvier et février, qui est cohérent avec ce que nous avons décidé hier. Quand les conditions de financement sont naturellement favorables, nous pouvons acheter moins. Quand il y a une tension, nous devons acheter plus. C'est ça le sens de la flexibilité. Et il n'y a pas eu de discussion hier sur le montant total de l'enveloppe. Nous avons simplement rappelé que là aussi, il y aurait flexibilité si nécessaire. Mais ça n'a pas été discuté hier. Voilà. Mais ça le sera peut-être un jour si besoin. Vous restez ouvert. Je renvoie à ce qui figure dans notre déclaration depuis le mois de décembre. Si nous pouvons acheter moins, nous achèterons moins au terme du programme. Si nous devons acheter plus, nous achèterons plus. Flexibilité à tous les étages, si vous me permettez l'expression, y compris flexibilité dans notre jugement ou dans notre évaluation. Il y a un débat parfois des spécialistes en disant est-ce qu'il ne faut pas fixer une règle, un niveau sur ces fameuses conditions de financement favorables. Non, je crois que ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que nous... C'est ce que fait le Japon, pardon, on parle de la politique monétaire japonaise voilà, on va parler d'abord de la politique monétaire européenne. Christine Lagarde l'a dit hier, nous jugeons sur la base d'un tableau d'indicateurs complet et multidimensionnel. Nous avons beaucoup répété ces deux adjectifs, complet et multidimensionnel. Il y a quoi là-dedans? Alors, ça a des conséquences extrêmement concrètes. C'est qu'il y a plusieurs catégories d'emprunteurs. On parle toujours des États, des taux souverains sur les marchés, mais il y a aussi les entreprises et les particuliers. Il y a plusieurs canaux. Il y a les marchés et il y a les banques. Il y a plusieurs horizons de temps. Il y a des emprunts à court terme, des emprunts à long terme. Donc quand on dit complet et multidimensionnel, c'est qu'on regarde l'ensemble de ces indicateurs. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de l'économie. Plaçons-nous dans cette hypothèse. Imaginons que cette accélération des achats d'actifs, cette flexibilité ne soit pas suffisante pour contenir la hausse des taux longs. Est-ce que, vous avez dit que vous en ferez plus si nécessaire, mais est-ce que vous pourriez dire on fera tout à la BCE pour contrer le marché obligataire si celui-ci venait à nous tester? Vous pourriez dire ça? Non, je crois qu'il ne s'agit pas de contrer le marché obligataire et de test. Encore une fois, il s'agit d'atteindre notre objectif, qui est un objectif d'inflation, via un moyen qui est ces conditions de financement favorables. Et donc, nous regardons qu'est-ce qui se transmet de notre politique monétaire et de notre décision sur les taux d'intérêt vers les acteurs réels de l'économie, hein, les acteurs finaux, que sont les entreprises, les ménages, les États. Et par rapport à ça, nous exerçons une évaluation. La flexibilité est aussi là-dessus. Ouais, sur l'inflation, dans vos prévisions, on est à 1,5 cette année en zone euro. Mémoire, je crois que c'est 1,2 en 2022. Enfin, les 2% ne sont pas du tout dans le scope pour l'instant de la BCE sur les prochaines années. Oui, là David Jaco, je crois qu'il faut regarder la tendance. Ouais. Je vais même dire le chiffre auquel nous sommes aujourd'hui, qui est plus faible encore 0,9. Que ce que vous disiez, 0,9. Simplement, au mois de décembre, il y a 3 mois, on était à moins 0,3. Oui. Donc on était en inflation négative. Et certains parlaient, souvenez-vous, au moment de la crise Covid l'année dernière, d'un risque de déflation. Nous sommes sortis de ce risque. Et la politique monétaire y a contribué. Le fameux programme PEP y a contribué.
Aujourd'hui, quand on regarde non seulement la photographie de l'inflation, les 0,9, mais les anticipations d'inflation, qui est quelque chose que nous regardons assez attentivement, c'est-à-dire ce qu'attendent les agents économiques sur l'inflation future. Et c'est très important, parce que c'est eux qui fixent les prix in fine. Ces anticipations d'inflation remontent de la part des marchés, mais aussi de la part des entreprises. C'est plus difficile à mesurer. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Que ça remonte du point de vue des marchés, du point de vue des acteurs économiques? Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les anticipations d'inflation remontent vers la cible de 2%. J'en profite pour dire une annonce importante, c'est que je crois qu'il faut que nous mesurions mieux les anticipations d'inflation des entreprises. On mesure bien celles des marchés, mais nous allons à la Banque de France introduire une enquête assez systématique auprès de milliers d'entreprises pour savoir quelles sont leurs anticipations d'inflation. Et quand vous parlez aujourd'hui avec des entrepreneurs, nous le faisons beaucoup, vous le faites aussi, aujourd'hui, ils sont sensibles à la remontée des coûts des matières premières, à certaines tensions sur les semi-conducteurs aussi. Ouais. Donc il y a une remontée des anticipations d'inflation. Jusqu'à un certain point, c'est une bonne chose. Christine Lagarde nous a dit hier que, pareil, comme vous, la BCE est prête à en faire plus, mais sans pratiquer une politique de contrôle des taux d'intérêt longs, les taux d'intérêt souverains, en zone euro, comme le fait, je reviens, après on passera à autre chose, à la Banque centrale, comme le fait la Banque centrale du Japon. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce que fait la Banque centrale japonaise? Pour dire qu'on ne fera pas ça. Rien ne me gêne dans ce que fait la Banque centrale du Japon, mais le Japon est le Japon. Et chaque zone monétaire, la zone euro est une zone puissante, beaucoup plus puissante encore que le Japon, mène une politique qui est adaptée à sa propre situation. Regardez la Fédérale Réserve américaine, elle n'a rien qui ressemble ni à un contrôle de la courbe des taux, ni même au maintien de conditions de financement favorables. Elle ne dit pas la même chose que nous. Donc nous avons dit maintien de conditions favorables et pas contrôle de la courbe des taux au niveau fixe. Pas de pilote automatique, toujours un jugement et une évaluation, parce que c'est ça qui nous paraît adapté à la situation de la zone euro. La situation japonaise est très différente, c'est une croissance plus faible. C'est une dette nettement plus élevée et qui est très largement domestique, placée auprès d'investisseurs institutionnels japonais. Donc voilà, chaque pays retient la politique monétaire adaptée à sa propre situation. Nous avons une chose en commun, c'est l'objectif, c'est-à-dire un objectif d'inflation de 2%. Chacun l'atteint par les moyens les plus adaptés à sa situation. Quelle est la politique monétaire la plus accommodante entre la Fed et la BCE? Pas facile cette question. Hein. Oui, je crois. Il ne faut pas pousser trop la comparaison, mais en tout cas, la politique monétaire de la BCE est au moins aussi accommodante que celle de la Fed. Je voudrais vous en donner deux signes. On a quelquefois critiqué la BCE en disant qu'elle est moins réactive que la Fed. Je crois que c'est absolument infondé dans cette crise de 2020. D'abord, quand vous regardez la taille du bilan de la BCE, en pourcent du PIB, en pourcent de l'économie, c'est 2 fois supérieur à la taille du bilan de la Fed. Donc vous voyez, nous sommes plus actifs. Et deuxièmement, quand vous regardez les instruments, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été d'abord créés par la BCE, que la Fed a repris dans la crise de 2020, les achats d'obligations d'entreprise, ou ce qu'on appelle le TLTRO, du jargon, c'est-à-dire le financement à long terme pour ceux qui se financent via les banques. Alors, on se place un petit peu dans les semaines et les mois qui viennent, une fois que les restrictions sanitaires seront levées. La puissance du rebond se jouera, c'est votre sentiment, sur la confiance, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Retrouvez confiance en l'économie chez Odile Jacob, justement, confiance notamment pas seulement des consommateurs. On sait que chiffre Banque de France, 200 milliards d'euros à fin 2021 ont été thésaurisés. Ça sera sans doute un peu moins, mais ça sera une somme élevée. Voilà. Comment est-ce qu'on retrouve la confiance? Parce que la confiance, ça ne se décrète pas, c'est pas vous que je l'apprends. Non, absolument. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se soigne peut-être. Ouais. Et nous, Français, c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre, nous avons une marge d'amélioration sur la confiance. Je relève ce qui est d'ailleurs un peu un paradoxe. Je fréquente beaucoup les cercles internationaux. Et il faut bien dire que nous, Français, nous passons pour être assez sûrs de nous. Il y a des grandes ambitions, quelquefois même un peu arrogants. Or, en fait, nous doutons beaucoup de nous-mêmes. Bon. Donc, nous avons une marge d'amélioration de la confiance. Et c'est absolument clé pour cette phase de la reprise où nous sommes. Pourquoi? Pour le dire d'une phrase, jusqu'à présent, la situation économique a été largement soutenue, amortie par des dispositifs publics massifs, budgétaires et monétaires, et il le fallait. D'où l'endettement. Et il le fallait. Voilà. C'est assez rare qu'un gouverneur dise que la dette était justifiée. Il n'y a pas de choix, là. Dans la crise Covid, elle était justifiée. Mais au fur et à mesure qu'on va sortir des restrictions sanitaires, et nous allons finir par vaincre la pandémie avec le vaccin, ces dispositifs publics vont devoir être relayés par la confiance privée. Le retour à une situation économique normale. Il y a notamment 2 confiances privées essentielles.
celle des consommateurs. Oui. Est-ce qu'ils vont retrouver le chemin des commerces, du Mais ça, c'est soutien à pas le rôle, encore l'activité? une fois, notamment du pouvoir politique, public. Et là, on voit Bruno Le Maire qui nous dit régulièrement il n'y a pas de hausse d'impôts à venir en France. Absolument, ça fait partie de la C'est confiance. suffisant de dire ça? On dira ensuite un mot de l'autre confiance privée, c'est Ouais. celle des entrepreneurs. Mais sur la confiance des consommateurs, nous avons deux signes encourageants. C'est que dans les deux épisodes précédents où les restrictions sanitaires ont été levées, c'est-à-dire l'été dernier et en décembre, les consommateurs ont répondu présent massivement. Et donc, le facteur clé, c'est la confiance sanitaire. Mais il y a un élément de confiance économique, c'est effectivement pas de hausse d'impôts, c'est le maintien d'une protection sociale qui donne de la réassurance. Et puis, c'est tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le chômage, et en particulier le chômage des jeunes, parce que la crainte du chômage est souvent un motif d'épargne de précaution. Je crois que là-dessus, globalement, le plan gouvernemental répond bien à ces exigences. Et pour les entrepreneurs, comment Alors pour les entrepreneurs, on en parle moins souvent, mais c'est absolument clé. Les particuliers, quand ils ont confiance, ils consomment. Les entrepreneurs, quand ils ont confiance, ils investissent et ils embauchent. Voilà, et je viens de dire très simplement les moteurs de la reprise économique. Alors il se trouve que l'investissement et l'emploi ont résisté plutôt mieux que prévu, mais pour soutenir la confiance des entrepreneurs, et j'y insiste un peu dans ce livre, je crois que maintenant, il faut passer à une phase de quasi-fonds propres, c'est-à-dire de soutien sélectif pour les entreprises qui en ont besoin à leur situation financière. C'est l'objectif du plan du gouvernement, d'ailleurs. Absolument. 20 milliards d'euros. C'est 20 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup moins massif que les PGE. Les PGE, c'est un soutien général de trésorerie, 130 milliards. Ouais. Là, c'est un soutien sélectif vers les fonds propres. Je dis sélectif parce qu'il s'agit d'aider les entreprises qui sont viables économiquement, mais fragilisées financièrement par la crise. Ça, je crois que c'est la prochaine étape. Elle sera moins coûteuse, mais elle est assez délicate parce qu'il faut assurer cette sélectivité. Quelquefois, je le dis, si vous me permettez de citer les deux grands économistes européens du XXe siècle, qui inspirent un peu ce livre, Keynes et Schumpeter. Keynes, c'est l'économiste de la relance et de la solidarité. Schumpeter, c'est l'économiste de l'innovation. Nous devons réconcilier les deux. La reconstruction doit être une transformation pour une économie plus compétitive. Keynéso-schumpeterienne. Keynéso-schumpeterienne, si vous voulez rapprocher les deux adjectifs, mais je reconnais que c'est un peu lourd, ou réconcilier Keynes et Schumpeter. Bon, merci d'avoir été avec nous. Donc aujourd'hui, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, invité en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Évidemment, on se retrouve dès lundi, à partir de midi, pour le coup, avec Thierry Le Hénaff, le PDG du groupe chimiste Arkema, qui sera avec nous en direct à partir de midi sur Boursorama. Très bonne journée.